À la fin des années 1980, Hawaï est devenu l'hôte du Pro Bowl de la NFL, a enduré les tempêtes de l'ouragan Eva et a atteint une population d'1 million d'habitants. Mais peut-être que tout cela est éclipsé par le fait qu'à cette époque, Hawaï a connu son deuxième tueur en série, encore plus notoire et meurtrier que le premier. Bien que près de 4 décennies se sont écoulées depuis sa première attaque, l'affaire de l'étrangleur d'Honolulu reste non résolue. Le 29 mai 1985, Vicky Purdy est sortie faire la fête avec ses amis dans le quartier de Waikiki à Honolulu. Âgée de seulement 25 ans, Vicky travaillait dans un magasin de location de vidéos pour adultes et était mariée à un pilote d'hélicoptère de l'armée nommé Gary. Le couple était ensemble depuis que Vicky avait 20 ans et ils avaient déménagé à Hawaï moins de 18 mois avant sa mort. Vicky a été vue vivante pour la dernière fois vers minuit, lorsqu'elle a été déposée à l'hôtel Shorebird par un taxi afin qu'elle puisse récupérer son véhicule sur le parking de l'hôtel. Lorsqu'elle n'est pas rentrée à la maison, son mari, Gary, a tenté de la contacter via un système de téléappel, mais ses messages sont restés sans réponse. En parcourant la ville à sa recherche, Gary est tombé sur la voiture de sa femme, toujours garée sur le parking du Shorebird, mais il n'y avait aucune trace de Vicky. Le lendemain matin, cependant, les pires craintes de Gary se sont confirmées. Le corps de Vicky a été découvert sur un talus surplombant Kahi Lagoon, près de Lagoon Drive. Alors qu'elle portait encore la combinaison jaune avec laquelle elle avait quitté la maison le soir du 29, les sous-vêtements de Vicky étaient manquants, ses mains avaient été attachées derrière son dos et elle avait été agressée sexuellement. La cause de sa mort a été déterminée comme étant une strangulation par ligature. Fait notable, Gary a déclaré au Honolulu Star Bulletin que sa femme était, je cite, une personne très forte et qu'il ne fallait pas s'en prendre à elle. En déclarant qu'au début de leur mariage, lorsque des problèmes survenaient, elle, je cite, m'a foutu une sacrée raclée. Il a aussi décrit la jeune femme de 25 ans comme débrouillarde, disant qu'elle savait à qui ne pas faire confiance. Cela a rendu l'agression de Vicky plus surprenante et suscité des spéculations sur l'implication de plusieurs personnes. Gary lui-même a suggéré qu'il faudrait au moins 2 personnes. Compte tenu de sa force physique et de sa détermination, un autre élément intéressant est que 2 femmes ont été poignardées à mort sur le lieu de travail de Vicky 1 an seulement avant sa propre mort. On a d'abord pensé que ces crimes étaient peut-être liés. Pendant plus de 6 mois après la mort de Vicky, l'étrangleur d'Honolulu, comme on allait bientôt l'appeler, est resté discret. Il n'a pas frappé de nouveau avant le 14 janvier 1986. Regina Sakamoto, une adolescente née au Kansas, a donné de ses nouvelles pour la dernière fois à 7h15 le matin du 14. Décrite comme timide mais amicale, la jeune fille de 17 ans était connue pour être très proche de sa mère et participait activement aux activités scolaires. Son frère, Omar, l'a décrite comme espiègle, aimant s'amuser et amie avec tout le monde. Elle prévoyait d'aller à Hawaii Pacific University après l'été, après avoir raté son bus pour l'école. Le matin du 14 janvier, Regina a appelé son petit ami et l'a informé qu'elle serait en retard. Des témoins l'ont vue peu de temps après attendre le prochain bus, mais la jeune fille de 17 ans n'est jamais arrivée à l'école. Le lendemain matin, le corps de Regina a été découvert à Keahe Lagoon. Elle était nue à partir de la taille, ses mains avaient été attachées derrière son dos avec une corde de parachute. Comme Vicky, elle avait été agressée sexuellement et étranglée à mort. Cependant, contrairement à Vicky, Regina avait été laissée partiellement dévêtue et un de ses pieds était attaché à un rocher avec un câble électrique. Néanmoins, les similitudes entre les 2 affaires étaient frappantes, à tel point que la police a rapidement conclu que Regina et Vicky avaient été victimes du même prédateur. Les autorités avaient affaire à un tueur en série. La 3e victime de l'étrangleur était une jeune femme mariée et pratiquante nommée Denise Hughes, décrite par son superviseur comme une femme qui avait toujours le sourire aux lèvres. La jeune femme de 21 ans ne s'est pas présentée à son poste de secrétaire. Le 30 janvier 1986, seulement 2 semaines après le décès de Regina, l'épouse d'un marin de la marine, le mari de Denise était affecté à bord d'un navire à Pearl Harbor, donc il ignorait sa disparition à ce moment-là.
Il est à noter que la jeune femme de 21 ans se rendait au travail en bus, tout comme Regina. Le 1er février, 2 jours après qu'elle ait été signalée disparue, son corps a été découvert. Elle a été retrouvée par des pêcheurs, enveloppée dans une bâche bleue dans le ruisseau Moana Lua, qui se jette dans le lagon Kai. Elle portait encore sa robe bleue. Comme les autres victimes de l'étrangleur, Denise avait été étranglée et ses mains attachées avec une corde de parachute. Elle est restée non identifiée plusieurs jours, jusqu'à confirmation par comparaison de ses dossiers dentaires envoyés aux États-Unis continentaux. Des rapports contradictoires existent quant à une possible agression sexuelle de Denise. Certains articles disent qu'une autopsie n'a pas pu conclure si elle l'avait été, mais que les autorités pensaient que c'était probable, compte tenu des similitudes entre son cas et ceux de Regina et Vicky. Le 5 février 1986, quelques jours seulement après que le corps de Denise ait été retrouvé, le département de police d'Honolulu a mis en place une équipe spéciale de 27 personnes dont le but était d'identifier et d'appréhender le tueur en série, désormais connu sous le nom de l'étrangleur d'Honolulu. Les détectives du groupe étaient des vétérans expérimentés des services des crimes sexuels, de la brigade criminelle et des homicides. Le département de police d'Honolulu a également sollicité l'aide du FBI ainsi que de la Green River Task Force, qui avait reçu pour mission d'appréhender le criminel. Le tristement célèbre tueur en série Gary Ridgway, qui était devenu un suspect dans les meurtres de Green River en 1983, Ridgway était connu pour étrangler ses victimes, mais il ciblait souvent des fugueuses, des travailleuses du sexe et d'autres femmes et filles vulnérables. Parmi les membres notables de l'équipe de la Green River figurait Robert Keppel, qui avait aidé dans l'affaire Ted Bundy, et l'agent spécial du FBI John E. Douglas. Le profileur criminel à l'origine du livre Mindhunter, qui a ensuite été adapté en série sur Netflix, a dressé un profil de l'étrangleur le décrivant comme un opportuniste qui attaquait des femmes se trouvant dans des situations vulnérables comme un parking isolé, un arrêt de bus désert ou lorsqu'elles étaient dehors la nuit. De plus, on ne pensait pas que l'étrangleur était un harceleur. Il serait probablement résident de Waipahu ou de Sand Island, ou peut-être y travaillait-il et il conduirait une camionnette de livraison. On pensait aussi qu'il était blanc ou métis, âgé de 30 à 40 ans et qu'il n'avait pas de casier judiciaire. D'autres détails ont été révélés aux médias par le chef de la police, Douglas Gibb, qui a déclaré « C'est un individu qui pourrait avoir des problèmes de couple ou de mariage ». Et le choix des victimes est probablement le résultat d'une opportunité ou de rencontres fortuites. Après la création de la cellule spéciale, d'autres mesures ont été prises, notamment l'ajout de radios bidirectionnelles au service de bus publics afin que les conducteurs puissent demander de l'aide ou signaler des choses étranges. Malgré cela, l'étrangleur a continué d'attaquer et de rester impuni. Le 26 mars, Louise Medeiros est devenue la prochaine victime de l'étrangleur. La jeune femme de 25 ans a été décrite par le Honolulu Star Bulletin comme une jeune femme qui avait vécu une grande partie de sa vie avant même de savoir comment la vivre. Elle aurait quitté sa famille à l'adolescence, déménageant à Oahu pour chercher son indépendance. Elle n'est rentrée chez elle qu'une seule fois en 6 ans, et pendant son séjour à Oahu, elle a touché des allocations, a eu quelques démêlés mineurs avec la justice et a vécu avec des marginaux sur la plage de Makaha. Louise ne s'était jamais mariée et avait 4 enfants. Elle était enceinte de 3 mois de son 5e enfant lorsqu'elle a disparu. Quelques jours seulement avant sa disparition, elle était brièvement rentrée chez elle après le décès de sa mère. Sa famille la décrivait comme ambitieuse et déterminée à reprendre sa vie en main. Elle ne voulait plus être une rebelle, elle était motivée à changer. Sa famille a déclaré à la presse qu'elle était enfin heureuse. Louise a disparu après avoir quitté l'aéroport, étant revenue à Oahu depuis la maison familiale. Elle avait prévu de prendre un bus pour retourner à son appartement, mais elle n'est jamais arrivée. Le 2 avril, une semaine après sa disparition, le corps de la jeune femme de 25 ans a été retrouvé par des ouvriers près du ruisseau Wakali, à 19 km du lieu où celui de Denise a été découvert. 2 mois plus tôt, les mains de Louise avaient été attachées avec une corde de parachute et elle était nue à partir de la taille. En raison de la décomposition, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude si elle avait été agressée sexuellement. Les enquêteurs ont remarqué que les 3 premières victimes de l'étrangleur avaient été abandonnées autour de l'aéroport international d'Honolulu, tandis que Louise était passée par cette zone. Cela leur a suggéré que l'aéroport était une zone importante pour l'auteur, alors la police a posté des agentes en civil autour de l'aéroport et autour de Keahe Lagoon. Mais l'étrangleur n'a jamais mordu à l'hameçon. La dernière victime de l'étrangleur était Linda Pesquet, âgée de 36 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 29 avril en quittant son appartement.
Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle, sa colocataire s'est inquiétée, mais cette légère inquiétude s'est transformée en vive inquiétude lorsque Linda ne s'est pas présentée au travail le lendemain matin. Après avoir découvert que la Toyota de la femme de 36 ans était déverrouillée et garée près du viaduc Nimitz-H-Un, la colocataire a immédiatement contacté la police. Linda était décrite un peu comme Vicky. Elle était débrouillarde, avait du caractère et c'était une battante. Ses proches la décrivaient aussi comme insouciante. Et elle a passé les années 70 à faire de l'autostop à travers les États-Unis avant de finir à Hawaï où elle travaillait comme danseuse dans une boîte de nuit. Tout comme Louise, Linda a laissé de côté son côté rebelle après la naissance de sa fille. En commençant leur enquête, les détectives ont rapidement découvert que, la nuit de la disparition, des témoins avaient vu la Toyota de Linda avec ses feux de détresse allumés. Ils ont rapporté qu'un autre véhicule s'était garé à côté, comme pour lui venir en aide. La voiture était une fourgonnette américaine crème avec des lettres sur les vitres arrière sans que l'on sache exactement lesquelles. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme de corpulence moyenne, âgé de la fin de la trentaine ou de la quarantaine. Il était soit blanc, soit métis. Mais malgré ces informations, les autorités n'ont pas pu localiser immédiatement cet individu ni la fourgonnette. Puis, le 3 mai, Howard Andrew Gay, âgé de 43 ans, a contacté la police. Il a affirmé qu'un médium lui avait indiqué l'emplacement du corps, disant aux enquêteurs qu'il se trouvait à Sand Island, une petite île située à l'entrée du port d'Honolulu. Gay a conduit la police sur les lieux où il aurait appris que Linda était enterrée, mais aucun reste n'a été trouvé. Pourtant, les enquêteurs ont fouillé minutieusement la petite zone et ont finalement retrouvé le corps de Linda. Elle était allongée au bord d'un chemin de terre, nue, les mains attachées avec une corde de parachute. Il y avait un bloc de ciment sur son dos et elle était partiellement dissimulée sous de la terre et des débris. Après cette découverte, les détectives ont concentré leur attention sur Gay, dont l'histoire les rendait très méfiants, d'autant plus que l'homme de 43 ans correspondait à la description physique de l'étrangleur. En interrogeant au sujet de cet homme, les enquêteurs ont découvert qu'il était obsédé par une employée d'un club de voile local, qui correspondait à la description générale de la plupart des victimes de l'étrangleur. Il a été rapporté que Gay regardait souvent la jeune femme et lui proposait régulièrement de la conduire, ce qu'elle refusait. Il est même devenu furieux lorsqu'elle a refusé son offre mais a accepté de monter avec un motard. Les enquêteurs ont aussi découvert qu'il avait agressé une autre femme ayant refusé de monter dans sa voiture. 6 jours après avoir rencontré Gay, le 9 mai, la police l'a arrêté. Howard Gay était originaire de Buffalo, dans l'État de New York. Militaire, il avait été affecté à la base aérienne de George, en Californie, jusqu'en 1965 année, où il a été démobilisé avec les honneurs, après avoir quitté l'armée. Il a enchaîné une multitude de petits boulots, notamment comme chauffeur-livreur et monteur de lignes téléphoniques, avant de décrocher un poste de mécanicien chez un transporteur aérien de fret, sur Lagoon Drive. Il conduisait une camionnette couleur crème et avait, à un moment donné, été marié, mais il a divorcé de sa femme en 1983. Le couple avait 2 enfants ensemble. Il n'avait jamais eu de problème avec la justice. Étant donné son travail, qui l'amenait à travailler à l'aéroport, il avait probablement accès à de la corde de parachute. Il correspondait également à la corpulence et à l'âge décrit par les témoins la nuit de la disparition de Linda, ainsi qu'à l'âge du profil criminel. Les femmes qui avaient eu une relation amoureuse avec Gay, y compris son ex-femme, le décrivaient comme persuasif, charmant et beau parleur. Elles ont également noté qu'il appréciait le bondage et aimait attacher les mains des femmes derrière le dos pendant les rapports sexuels. Sa petite amie de l'époque, interrogée par la police, a confirmé ces affirmations. Elle a également déclaré que les nuits où les victimes de l'étrangleur avaient disparu, elle et Gay s'étaient disputés et qu'il avait quitté leur domicile furieux. Avec toutes ces informations en main, les détectives étaient convaincus d'avoir trouvé leur homme. Gay a été interrogé pendant 10 heures et a également subi au moins un test au détecteur de mensonges, mais aucune preuve n'existait réellement pour le relier directement au crime. Les enquêteurs ne disposaient que de preuves circonstancielles. En conséquence, les forces de l'ordre ont relâché Gay. Par la suite, il a déclaré à la presse « La police m'a relâché, c'est tout ce que je sais. Ils ont de bonnes raisons, ils font leur travail. Les tests au détecteur de mensonges de Gay étaient non concluants. » Fait intéressant, la police a trouvé dans le bureau de Linda un bloc-notes portant le nom et le numéro de téléphone de Gay, supposé être un client potentiel. D'autres preuves contre Gay incluaient le fait qu'un témoin oculaire, la nuit de la disparition de Linda, avait identifié l'homme de 43 ans lors d'une séance d'identification. Cependant, elle n'a finalement pas témoigné contre lui, car elle craignait pour sa vie. Après que Gay l'a vu, il a été surveillé pendant des années,
et la police a offert une récompense de 25 000 $ pour toute information. Mais il n'a jamais été lié au crime par des preuves médico-légales et il n'a donc jamais été inculpé pour les crimes du strangleur d'Honolulu. Après sa libération, le strangleur n'a plus jamais frappé. En juin 1986, Gay s'est rendu en Californie pour voir son fils obtenir son diplôme, mais le jeune homme a été tué dans un accident de voiture à cette époque. Par la suite, Gay est devenu chrétien né de nouveau, et il est finalement retourné vivre définitivement en Californie. Il est décédé le 2 novembre 2003 à l'âge de 60 ans. Malgré l'absence de preuves matérielles, les enquêteurs d'Honolulu pensent que Gay est leur homme. De nombreux éléments de sa vie et de son apparence physique correspondent à ceux de l'étrangleur. Cependant, de façon frustrante, les affaires de Vicky, Regina, Denise, Louise et Linda restent non résolues. Leurs familles n'ont pu faire leur deuil ni obtenir justice. Et si Gay était vraiment l'étrangleur, alors il a pu vivre le reste de sa vie en paix, un luxe qu'il n'a pas accordé à ses victimes. Et voilà, vous avez les faits. Laissez un commentaire avec vos réflexions et spéculations, aimez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez prudents et je vous dis à la prochaine.